Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Surveillant le passé, histoire de la psychologie sociale. Introduction. Cartwright, 1979, a constaté que 90% des psychologues sociaux étaient présents en ce moment historique. C'est-à-dire, les dernières décennies concentrent presque tout le savoir en psychologie sociale. Avec ces considérations, Farr, 1996, a affirmé que la psychologie sociale a un long passé mais une histoire courte. Cependant, la brève histoire de notre discipline a été écrite dans une clé particulière, guidée par Allport, qu'il est nécessaire de reconstruire à nouveau, Blanco, 1993, Groman, 1987, Ibanez, 1990. À notre avis, cet événement est dû à ce qu'on a écrit des révisions historiques d'une manière prématurée. Il existe deux clés de lecture de l'histoire de la psychologie sociale, temporaire ou dualiste. Une lecture dualiste, Psychologie historique v. Psychologisante, Ibanez 1990, Psychologie sociale de l'individu v. du groupe, Turner 1994, n'est pas fidèle aux épisodes vécus dans lesquels une version a éclipsé l'autre jusqu'au début d'une nouvelle ère de pluralisme dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela que nous effectuerons un récit chronologique et, dans la mesure du possible, intégrateur. Dans les diverses chronologies, après avoir réfléchi sur les antécédents et la naissance de la discipline, sont unanimement partagées les différentes périodes à indiquer. Le plus commun implique d'organiser l'histoire autour de trois étapes: la psychologie sociale moderne, la période de crise et la post-crise. Cette fragmentation est totalement adéquate en termes paradigmatiques puisque, en accord avec Kuhn, 1970, les mouvements paradigmatiques se produisent seulement quand sont présentes une série d'anomalies qui mènent à leur substitution ou à leur remise en question. Il nous reste seulement un avertissement. Pour quelques auteurs, la crise n'a pas existé. Fait qui est signalé parce qu'ils évitent de parler d'elle dans leurs documents ou manuels. Un bon exemple peut être vu dans le manuel de psychologie sociale publié par Myers en 2005, et plus concrètement dans le développement historique de Turner. Antécédents. Nous pouvons dire que l'histoire de la psychologie a eu son origine avec l'apparition de l'homme, puisque l'être humain le plus primitif que nous puissions nous imaginer devrait être capable de prévoir avec plus ou moins de succès les réactions des semblables, c'est-à-dire leur conduite. L'expression faciale, la mimique, le discours, le ton de la voix, etc. seraient le moyen à travers lequel constituer des théories ou formuler des prévisions de la conduite des autres. Établir un point évident de début de la psychologie est une tâche qui ne va pas jouir d'une acceptation totale du fait qu'on a recouru parfois à la fantaisie, exprimée de façon mythologique afin de pallier ce dilemme. Dans cette direction se dirige la proposition de Fariña et Villa, 1996. L'histoire mythologique dit que Socrate s'est retiré pour méditer à l'oracle du dieu Apollon, à Delphes, pour surmonter la crise existentielle dans laquelle il était plongé. Et Sibylle lui répond, « Connais-toi toi-même ». Avec cette phrase, le dieu Apollon crée, si ce n'était pas fait précédemment, la psychologie, page 24. Postérieurement, Aristote avec son livre sur l'âme écrit le premier manuel systémique de psychologie. Évidemment, il s'agit d'une psychologie spéculative, bien que des observations empiriques très réussies ne soient pas absentes. Dans cette première psychologie, on a établi une grande partie des bases de la psychologie postérieure, Tortosa, Fariña et Novo, 2008. Cependant, ce paradigme philosophique n'a pas été maintenu de manière indéfinie, bien qu'il soit aussi certain qu'aujourd'hui il existe une psychologie philosophique. Après ces débuts tellement prometteurs, une léthargie prolongée se produit, jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle apparaisse au sein de la philosophie une inquiétude due au problème de la réalité de nos connaissances. Le rationaliste Descartes, 1596 à 1650, fut le premier philosophe qui s'est centré sur cette question. Cet auteur a établi dans notre discipline le dualisme esprit-corps et par conséquent, le surgissement de deux psychologies, une mentaliste et l'autre de conduite. Polémique avec des échos encore récents et pas encore résolus. Spinoza, 1632 à 1677, autre rationaliste, a corrigé le dualisme cartésien à travers l'isomorphisme esprit-corps. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle apparaît en Angleterre l'école empiriste de Locke, 1632 à 1704,
Berkeley, 1685 à 1735, et de Hume, 1711 à 1776. Du premier d'entre eux, Locke, 1632 à 1704, nous nous souvenons encore de deux grandes contributions, l'association d'idées et l'esprit comme tabula rasa. Pour ces philosophes, la sensation ou les sensations sont à l'origine de la connaissance, et cette croyance les oblige à étudier de manière systématique les processus psychiques. Dans un prisme psychologiciste, il faut souligner qu'ils prennent comme paradigme ce qui est associationniste. Loin de s'opposer au rationalisme cartésien, leur monde a continué à être celui de la conscience et des états mentaux. La méthode d'étude qu'ils utilisent est celle de l'observation, mais vu que ce qu'ils observent est la conscience, leur méthode réelle d'activité est réduite à l'introspection. Caparros, 1979. Un point de repère fondamental dans le développement de la psychologie sociale a été les formulations d'Auguste Comte, 1798 à 1857, fondateur de la sociologie et un des créateurs du positivisme, Ars, Farina et Novo, 2008. Selon ces postulats, la connaissance se déroule en trois étapes, théologique, métaphysique et positive. Dans l'étape positive, la méthode observationnelle supplante l'imagination et l'argumentation. Comme continuateur, John Stuart Mill, 1806 à 1873, empiriste, a proclamé, dans une tentative d'éviter tout type de préconception dans les résultats scientifiques, que seulement l'expérience et l'observation pourraient fournir de nouvelles connaissances. Comme conséquence, la définition de positiviste est arrivée à supposer une acceptation non critique de la méthode scientifique comme la seule façon d'obtenir de la connaissance. Une autre option de classification des sciences est sa méthode, et avec référent actuel, part du philosophe Dilthey qui a établi que dans les sciences humaines, la connaissance va au-delà de l'explication, requérant spécifiquement une compréhension. Ceci implique, par conséquent, la proposition d'une psychologie sociale historique basée sur une méthodologie compréhensive, herméneutique. Spécialement significative a été la combinaison avec la théorie pragmatique, basée sur le langage, de Wittgenstein. Celle-ci est soutenue par l'hypothèse que les individus, comme êtres sociaux, sont des agents actifs qui agissent librement et qui emploient le langage comme moyen d'expression. Nous retournerons sur ce point dans le développement des divers cadres théoriques. L'irruption de la psychologie sociale comme discipline. Bien que nous puissions déjà trouver de nombreuses références à la psychologie sociale dans des philosophes européens du XIXe siècle comme Hegel, Comte, Spencer, Le Bon ou Tarde, ce n'est qu'en 1898 que Norman Triplett publiera la première étude empirique de psychologie sociale. À partir de là commence une nouvelle ère. L'étude de Triplett a consisté à vérifier quel effet avait dans le rendement, face au travail d'un sujet isolé, la présence d'autres, trouvant qu'il était plus présent en présence d'autres. Effet dynamogène rebaptisé postérieurement par Allport comme fourniture sociale. Afin d'établir l'influence d'autres personnes dans l'exécution individuelle, le français Ringelmann, 1880, cité par Brehm et Cassine, 1989, s'est référé à l'étude de Triplett. Mais ce travail n'a pas été publié jusqu'à 1913, ce qui l'a relégué à l'ostracisme le plus pur. Un autre des points d'inflexion dans la naissance d'une discipline est l'apparition des premiers textes. On affirme historiquement que les premiers manuels datent de 1908, Social Psychology Ross et en Introduction to Social Psychology écrit par William McDougall, mais on avait précédemment écrit deux livres, un en italien, Orano, p. 1901. Psychologia sociale. Marie Lacerta et l'autre en langue française, Binge, c. 1903. Principe de psychologie individuelle et sociale. Paris, Alcan. Probablement, la langue leur a ôté le rôle protagoniste historique qui leur correspond. Bien que l'on attribue généralement aux deux à l'unisson la paternité de la psychologie sociale moderne, dans certaines occasions nous pouvons trouver la mention seulement à l'un d'eux. Ces lectures répondent à des histoires filtrées d'une manière partielle. Ainsi, pour ceux d'une tendance sociologique, l'initiateur a été le Ross américain. Nous devons rappeler que celui-ci présentait une orientation sociologique avec des topics tels que la mode, l'opinion publique, les coutumes, les conflits sociaux, tandis que McDougall a davantage choisi un ton psychologique et biologique, en se centrant sur les instincts comme les principaux déterminants de la conduite humaine et par extension du comportement social. Voici le surgissement dans sa version officielle, positiviste,
Allport 1968. Les versions officieuses incluent d'autres points de référence qui se caractérisent par un non-individualisme, un non-expérimentalisme ou un historicisme. Bien qu'on puisse inclure encore plus, 2 récits historiques préalables à la version officielle méritent d'être soulignés sans la crainte de retourner à des philosophies sociales. Groman 1990. La Völkerpsychologie et la psychologie des masses. La Völkerpsychologie s'est intéressée, face à la psychologie générale focalisée à l'étude de l'esprit de l'individu, à l'analyse de l'esprit collectif, de là son caractère social. Ce furent Steinthal, 1823 à 1899, et Lazarus, 1824 à 1903, qui ont fait la frappe du terme avec l'édition d'une revue Völkerpsychologie en 1860. Cependant, les définitions de l'esprit collectif variaient selon les contextes entre la façon de penser en termes sociaux des individus jusqu'à arriver au concept de super-esprit. N. 1980. Une histoire psychologique de l'humanité et la psychologie des peuples, qui prétend décrire cet esprit collectif des peuples. Concrètement, les tâches qu'elle s'est assignées sont de 2 ordres. A. Décrire les éléments constitutifs de l'esprit commun, Volksgeist, à travers l'étude du langage, des mythes et des coutumes, et B. Étudier les esprits des divers peuples, Volksgeister, Blanco 1988. Par conséquent, c'est aussi une psychologie comparée. L'Allemand Wilhelm Wundt, 1832 à 1920, en ce temps-là père de la psychologie expérimentale individuelle, a compris premièrement la psychologie des peuples comme un complément de ses idées individuelles, Danziger, 1983. Il a aussi signalé que les connaissances sociales ne pourraient pas être si objectives que celles de la psychologie expérimentale. Comme méthode d'étude, il a proposé l'observation en son état le plus pur face à l'introspection d'études individualistes. Bien que quelques auteurs citent Wundt comme le maximum exposant de la Völkerpsychologie, cette affirmation doit être comprise dans une personnalité complexe, puisque son adhésion aux thèses historicistes de cette dernière a été totale dans un premier temps, pour s'écarter rapidement vers des thèses individualistes, Blumenthal 1970, finissant comme synthèse kantienne dans l'adjudication à la psychologie des peuples des apostrophes. Un rôle complémentaire de la psychologie individuelle, Groman 1990. Même ainsi, son ouvrage historiciste est très prolifique, 10 volumes. De lui part le premier paradigme en psychologie, le structuralisme, porté jusqu'à son expression maximale par Titchener, Caparros 1979. Ce fut précisément Titchener qui, à l'occasion de son décès en 1921, a affirmé que Wundt était de fait un psychologue expérimental qui s'était plongé dans la psychologie sociale dans une 2e étape, en pleine sénilité. Entre les raisons sous-jacentes à cette exaltation-réprobation, peut-être la plus transcendantale, est la guerre mondiale. Aux États-Unis, on a adopté la leçon qu'a ébauchée Hall. Les dangers apparaissent quand l'individu sera subordonné comme une cellule dans une unité organique plus grande. Dans ce contexte, la suggestion peut facilement se transformer en contagion, cité chez Billig 1982. Les déclarations de McDougall ont été montrées plus sévères, arrivant à qualifier comme une réalisation de la guerre l'abandon de la théorie d'origine germanique qui avait dominé le domaine dans la période pré-belliqueuse. Ces circonstances ont amené à ce que l'influence de la psychologie des peuples dans la psychologie sociale émergente fût faible, mais non de cette manière son incidence indirecte, Jackson, 1988. Il s'ensuit que pendant de nombreuses années, on maximiserait le Wundt expérimentaliste et on minimiserait son principe non expérimentaliste sur les phénomènes supra-individuels. De nos jours, déjà éloigné de ces pressions sociales momentanées, on admet qu'il est le fondateur tant de la psychologie expérimentale non sociale que de la psychologie sociale non expérimentale, Overero 1994. Cette coexistence sui generis est fondée sur ce que Wundt concevait comme une application de la méthode expérimentale aux phénomènes de base de l'individu, mais non ainsi aux processus complexes et supra-individuels, où la méthode expérimentale n'est pas un outil valable. La psychologie des masses est une autre version collective enracinée dans des pays comme la France, l'Italie ou la Russie, Alvaro, 1995. Les personnages symboliques de cette orientation sont Tarde, 1843 à 1904,
Durkheim, 1858 à 1917, et Gustave Le Bon, 1841 à 1931. Groman décrit 1990 cette psychologie comme la confluence de deux modèles, un médecin et un autre criminologue. Du modèle médical de contagion bactériologique, on a impliqué une contagion mentale qui pourrait transmettre un état anomique dans les masses. De la criminologie, ils ont pris la responsabilité amoindrie de la personne plongée dans une masse de délits. Gabriel Tarde, précurseur de la psychologie des masses, publie en 1890 les psychologies de l'imitation où il spécifie que l'imitation est la base de l'interaction sociale. En outre, il réduit les phénomènes sociaux à une relation entre deux personnes. Finalement, nous soulignons qu'il infiltre une certaine rationalité à la masse irréfléchie, Blanco, 1988, qui se produit à travers l'avis versé dans les moyens de communication, imitation. Celle-ci est d'abord instaurée dans l'individu qui, postérieurement, transmet aux autres. Dans de nombreuses occasions non incluses dans ce récit de psychologie des masses par ses critiques graves envers la psychologie sociale, on doit reconnaître à Durkheim deux de ses contributions à la psychologie sociale moderne. Ses concepts de conscience collective et de règles, Jiménez Burillo, 1981. Prenant ce vieux modèle d'actualité, s'il ressuscitait probablement il ne montrerait pas une veine anti-psychologique sociale. Plutôt, il influencerait des jugements de valeur négatifs de quelques pratiques psychologiques. Gustave Le Bon, auteur de Psychologie des masses, Colport, 1985, qualifia comme le plus influent de toute l'histoire en psychologie sociale, a concrétisé les postulats centraux de la psychologie des masses. Comme nous l'avons déjà établi, Le Bon a présupposé que les masses étendent leur influence par une contagion hypnotique qui se nourrit de la suggestion. La contagion hypnotique est le processus par lequel des sentiments et des conduites sont divulgués dans la masse, au moyen de l'imitation mutuelle. La masse peut émettre des conduites anormales parce qu'elle est illogique, et chez elle s'estompe la responsabilité de l'individu. Postérieurement, on ne remet pas en question les actions parce que la masse est crédule. C'est-à-dire, l'individu est soumis au groupe. Dans le but de synthèse, Turner, 1994, affirme que bien que le concept d'esprit collectif soit rejeté aujourd'hui, les hypothèses des individuations et d'influence sociale demeurent. Comme Pinilios, 1962, et Torregrossa, 1974, le manifestent clairement, beaucoup des problèmes signalés par ces courants sont de pleine actualité surtout dans la psychologie européenne. Malheureusement, ces orientations n'ont pas été seulement reconnues comme étant l'illumination de la psychologie sociale, mais on les a coupées net, Ibáñez, 1990. L'apparition d'une psychologie sociale européenne, qui pour le moment n'a fait que commencer et qui nécessite des signes d'identité propres, a récupéré de l'oubli et mis en lumière ces pratiques. Retournant récemment à la transcription dominante de la chronique de la psychologie sociale, nous nous trouvons face à une psychologie psychologisante qui étudie l'individu dans la société. À cette occasion, il n'existe pas non plus une lecture uniforme. De cette manière, nous nous trouvons avec une psychologie sociale orientée vers les processus interindividuels, P. ex McDougall, tandis qu'une autre est focalisée dans la structure sociale, c'est-à-dire le contexte social, P. par exemple. Ross, Groman, 1990. Marqué avec un dilemme semblable à celui de Wundt avec la psychologie expérimentale et sociale, McDougall soutenait d'une part une psychologie instinctive et selon quelques auteurs en même temps, une tendance sociologique, Alvaro 1995. Parmi ses contributions, il convient de souligner l'individualisme et l'empirisme qui ont marqué le devenir de la psychologie sociale. Pour sa part, Ross est le point de départ de la psychologie sociale sociologique développée postérieurement dans l'interactionnisme et la théorie du rôle, que nous verrons plus loin en détail. Dans cette ligne, c'est le fonctionnalisme Cattell, James, Dewey, Baldwin, qui est apparu comme une réponse aux restrictions du structuralisme. Face à celui-ci, il a souligné l'étude des processus psychologiques comme des activités qui produisent des conséquences dans le milieu naturel. Il s'est spécialement intéressé aux applications au monde social. Il a reconnu la variabilité interindividuelle et changea l'objet et la méthode d'étude de la psychologie, Tortosa, 1989. Floyd Allport, 1924,
a défendu une explication individualiste de l'interaction sociale qui n'était qu'une extension de la théorie de la conduite de l'apprentissage. Concrètement, il a souligné qu'il n'y a pas de psychologie des groupes qui ne soit essentielle, ainsi qu'une psychologie de l'individu, page 4. Pour cela, il s'aida de ses programmes de recherche Seuls ensemble, Alone Together, dans lesquels il démontra que les personnes influençaient les unes sur le rendement des autres soit par interaction soit à travers des sentiments comme la rivalité ou la compétition. En conséquence et selon Turner 1994, la psychologie sociale n'était pas nécessaire comme une science différente, page 10. C'est-à-dire, la psychologie sociale est une partie de la psychologie, bien qu'avec une identité propre. Comme aboutissement de cette dernière tendance, Murphy et Murphy en 1931 ont publié un livre intitulé Psychologie sociale expérimentale qui viendrait marquer définitivement les chemins de la psychologie sociale. À celui-ci a suivi le premier Handbook of Social Psychology publié par Murchison en 1935, qui a marqué la fin de l'ère pré-expérimentale, Jones 1985. À partir d'ici, on a produit une subculture qui distinguait entre les véritables scientifiques et ceux accusés d'être des philosophes, Jackson, 1988. Évidemment, les bons étaient expérimentalistes, individualistes et positivistes. En résumé, nous pouvons conclure que dans ses origines comme discipline dans la psychologie sociale coexistaient deux versions, une psychologisante et l'autre historique. La version psychologique, la plus adaptative, a même éclipsé et nié l'historique. Ce n'est que récemment qu'elle a été récupérée en Europe. On ne lui a pas attribué un rôle significatif dans la petite chronologie existante de la psychologie sociale. La psychologie sociale moderne, 1935 à 1960. Une fois apparue comme discipline, la psychologie sociale est devenue fondamentalement une psychologie sociale expérimentale, Lindsay et Aronson, 1985. Celle-ci, en principe, posait une série de problèmes de solutions difficiles. Comment pouvoir combiner les demandes d'une expérience avec les phénomènes psychosociaux, Jones, 1985. Les situations expérimentales de Sheriff ou Dash ont rapidement démontré que ce problème avait une solution. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, se produit un changement dans la scène de la création psychologique, sociale qui part de l'Europe et arrive jusqu'en Amérique du Nord. Déjà avant la guerre mais motivée par l'atmosphère pré-belliqueuse, les principales figures de la psychologie sociale de l'époque avaient émigré en Amérique, par exemple Lewin, Heider ou Adorno. Sur cette base, Cartwright, 1979, affirma qu'Hitler avait été le principal promoteur de la psychologie sociale aux USA. Les succès hors de doute de la psychologie en général, et de la psychologie sociale en particulier, pendant la guerre, ont amené à ce que l'administration investisse davantage de fonds dans la recherche et dans l'accroissement du prestige professionnel, Benjamin 1986. Nous sommes face à l'époque dorée de la psychologie sociale. La figure suivante rassemble les principales contributions. Quand nous aborderons l'objet de la psychologie sociale, nous développerons avec attention ces rapprochements. Figure 1. Crise de confiance, identité ou paradigme en psychologie sociale, 1961-1975. Pendant les années 60 et 70, s'est produite la grande explosion dans l'activité de recherche et d'intérêt vers la psychologie sociale. Devant une telle avalanche, le nombre de revues s'est multiplié, donnant y compris capacité à la régionalisation, par exemple. British Journal of Social and Clinical Psychology, 1963, Journal of Personality and Social Psychology, 1965, Journal of Psychology Social Experimental, 1965, ou European Journal of Social Psychology, 1971. Une période d'enthousiasme qui s'est aussi reflétée dans les associations. Ainsi, les membres de la section 8 de l'APA grandissaient à partir de 1961 dans un taux annuel supérieur à 12%, jusqu'à représenter 15% de tous les membres de l'APA durant les années 1971 et 1972, l'année 1988. Cependant, en plein tourbillon, sont apparues des voix critiques qui alertaient des dangers inhérents aux études psychosociales. Jergen, 1973, qui est le grand stimulateur de la polémique,
affirma que la conduite sociale est changeante puisqu'elle repose sur les conditions sociales qui, comme il est facilement déductible, varient tout au long de l'histoire. En outre, on commença à observer que les théories conduisent généralement à ce que Jones, 1985, a appelé point mort empirique. Deux principales préoccupations, le réductionnisme et le positivisme. Dans les paragraphes précédents, nous soulignions que Floyd Allport soutenait, en accord avec la psychologie régnante, qu'il n'existe pas une psychologie de groupe qui ne soit pas essentiellement une psychologie de l'individu. Par conséquent, les groupes se sont limités à être une extension des explications individuelles, et les explications de la conduite externe à l'individu, comme l'interactionnisme symbolique ou le versant écologique, se sont simplement ignorées. Pepitone, 1980-1986. Ce fort caractère individuel de la psychologie sociale s'est centré seulement sur l'un des éléments, l'individu sur les trois, l'individu, les autres, l'environnement qui compose le dilemme explicatif de la conduite sociale, Moscovici 1985. Cet état des choses a conduit à plusieurs limitations. Sen, 1988. La psychologie sociale des intergroupes se veut insensible au processus puisqu'elle se centre seulement sur le fonctionnement cognitif et ou motivationnel de l'individu. B. Effectuer une lecture de la conduite sociale depuis une seule dimension ne peut être faux puisque la fragmentation ne peut pas conduire à une explication complète. C. La prépondérance de ce qui est individuel a rendu la psychologie sociale insensible à beaucoup de questions. D. La généralisation des données individuelles à des groupes est, dans beaucoup d'occasions, impossible. Et E. Les théories individualistes oublient généralement l'effet de contexte. La seconde source de préoccupation est le positivisme, c'est-à-dire l'acceptation de la méthode scientifique. On a mis en doute l'éthique, la validité et le pouvoir de généralisation de ces résultats. L'artificiel, les digressions sur des questions méthodologiques insignifiantes et l'abordage de matières insignifiantes ont amené les psychologues appliqués à interroger l'utilité de telles recherches. Une dernière note d'intérêt est la perméabilité à produire des théories et diriger les recherches en accord avec les modes et les intérêts politiques et sociaux du moment, le Zeitgeist. Cependant, et sans rejeter l'influence des avatars sociaux et politiques dans ce qui est dans les clichés étudiés, il faut espérer que celle-ci soit chaque fois moins importante au fur et à mesure que le corpus théorique se développe dans les divers secteurs. Prentice Dunn, 1988. Comme conclusion, Helms, 1975, après avoir analysé les détails dans les débats sur la crise, a déduit que la crise était plus une question de manque de confiance que de manque théorique ou paradigmatique. Il ne s'agissait pas d'une question paradigmatique, parce que simplement on n'avait pas encore atteint un statut paradigmatique. Par rapport aux critiques éthiques, méthodologiques et théoriques, il professa des remèdes faciles. Par conséquent, il a prescrit aux dissidents une thérapie qui renforcerait leurs égos faibles. Bien que cette dérivation soit la plus acceptée, par exemple Jones, 1985, ses arguments et raisonnements sont pour le moins discutables. Comme exemple valable, il est très incertain que la psychologie sociale vivrait une situation pré-paradigmatique. Parker, 1989. Malheureusement, les approches critiques n'ont pas été accompagnées du développement de solutions réelles significatives. Il s'ensuit qu'il pourrait être prétendu que la dite crise n'a pas existé. On pourrait conclure que les critiques ont contribué au débat idéologique, mais non à la réflexion pratique. Par conséquent, le positionnement positiviste a été imposé. Mais l'effort n'a pas été anodin. Dans ce sens, la nouvelle situation se résume dans la coexistence des différents niveaux d'analyse proposés par Doise, 1986. Intrapersonnel, interpersonnel et situationnel, positionnel et idéologique. De cette manière, non seulement on donnait entrée aux résultats déjà atteints, mais on permettait aussi l'entrée de nouvelles réalisations complémentaires depuis d'autres niveaux d'analyse. Avec l'ensemble de tout cela, on pourrait obtenir un meilleur rapprochement au fait social. Post-crise, une ère de pluralisme, 1976. Les alternatives de sortie de la crise étaient au nombre de 3, en supposant son existence réelle. Hyperbolique, intégratrice ou pluraliste. Une sortie hyperbolique suppose, de nouveau, le contrôle de certaines psychologies sur d'autres, un nouvel exil. Celle-ci n'a pas été la solution,
mais malheureusement presque rien n'a été fait pour obtenir une solution intégratrice. Probablement le Zeitgeist cherchait une confrontation, non une résolution du conflit intégrateur. Jackson 1988. Il s'ensuit que certains paient par exemple. Helms 1975 ont entaché la crise de confiance. Toutes les parties ont gagné théoriquement. Les méthodes sont plus rigoureuses et il existe une plus grande permissivité. La date à laquelle on a considéré la crise comme terminée a été 1976, Berkowitz et Walster 1976, Deutsch 1976. À partir de 1976, on commence à spéculer sur l'existence d'un pluralisme théorique et méthodologique, P par exemple. Brehm et Cassine, 1989, qui entre nous a été défendu, entre autres, par Torregrossa, 1985, Overero, 1991, Garrido, 1991, Munet, 1993 ou Alvaro, 1995. Indépendamment de ce pluralisme théorique et méthodologique, on n'est pas arrivé à des solutions intégratrices réelles. Le plus avancé de ce qui a été obtenu, ce sont de multiples critiques, Utz et d'autres, 1986. C'est-à-dire éclecticisme et laisser-faire, laisser-passer. Il paraît que nous avons avancé dans l'apprentissage de certaines des leçons de l'histoire ébauchées par Blanco, 1993. Concept. Un rapprochement à la psychologie sociale. Du paragraphe précédent, consacré à un bref parcours par l'histoire de la psychologie sociale, on peut déduire que ce n'est pas facile de la définir. Une définition précise sera, tout au moins, obligatoirement liée à certaines des versions soulignant des aspects au détriment d'autres. Si avant de lire ces lignes nous passions en revue les courants théoriques du paragraphe suivant, nous nous rendrions compte facilement que de multiples définitions de la psychologie sociale sont possibles, une au moins par courant et ou méthode, comme conduite de groupe, collective, individuelle, de masse, etc. Le fait d'entrer dans les polémiques définitionnelles constitue par conséquent une tâche prétentieuse, et cela est dû au fait que d'énormes différences s'avèrent manifestement artificielles. Blanco, 1988. Une révision exhaustive des définitions plus imposantes peut être consultée chez Lindsay et Aronson, 1985. On est obligé de commencer par la définition la plus contestée, et une des plus influentes historiquement, Floyd-Allport, 1924. Il n'y a pas de psychologie de groupe qui ne soit pas essentiellement et complètement une psychologie de l'individu, page 4. Celle-ci est la définition par antonomase de la psychologie sociale individualiste. Cette option présuppose, entre autres choses, ôter toute transcendance au milieu social et la négation des processus cognitifs, ce qui a impliqué que de nos jours, elle soit délégitimée. Le pas suivant a été l'inclusion de l'interaction comme le facteur sur lequel pivotait la psychologie sociale. Parmi les définitions dans cette direction, il faut souligner la proposition de Gordon Allport, 1968, dans le Handbook of Social Psychology. La psychologie sociale a pour but de comprendre et d'expliquer comment les pensées, les sentiments, les comportements moteurs des êtres humains sont influencés par un autre être réel, imaginaire ou implicite, page 3. Avec une similitude énorme, il aborde la définition d'attitude. L'attitude connote un état neuropsychique de disposition pour l'activité mentale et physique, 1968 page 60. Si nous considérons que les attitudes sont le moteur de toute activité sociale, on pourrait presque affirmer que les deux descriptions sont équivalentes. Par conséquent, pour Allport, les attitudes sont le sujet central de la psychologie sociale. Brignol, Falsès et Becerra, 2007. Cette tendance finit par être si impertinemment dominante qu'elle représente, en 1970, 20% des articles publiés par le Journal of Personality. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.